Pourquoi, juste un petit excursus, pourquoi ce thème dans le cadre de cette cycle sur dans une société de défiance, qu'est-ce qui apporte de la confiance? J'ai été touché par le fait que il y a plus de personnes qui ont un suicide abouti que de gens qui sont touchés par des accidents de la route, qui meurent d'un accident de la route en France. Et donc ça veut dire que si on dit que les accidents de la route sont une catastrophe sociale aussi, parce que ça touche plein de monde, évidemment que le suicide aussi, ça touche plein de monde, des familles, des amis, des personnes âgées, des personnes plus jeunes, et j'imagine que parmi nous, il y a des gens qui ont perdu des proches de cette manière-là. Et donc, au fond, qu'est-ce qui, dans un moment de défiance envers la vie, qu'est-ce qui peut apporter de la confiance? Qu'est-ce qui, dans un moment de difficulté extrême, apporte l'envie de vivre à nouveau? Voilà pourquoi ça nous semblait être en lien. Je remercie donc Madame Dupas de l'association... j'allais dire, Suicide Écoute, oui là, j'ai des hésitations sur ce qui n'est pas... Sur Suicide Écoute, je vous ai demandé de venir. L'association n'est pas confessionnelle, elle ne veut pas l'être dans sa pratique. Voilà, et donc, vous vous positionnerez ainsi. Si à l'occasion des questions, il y a des questions plus théologiques ou plus chrétiennes sur cette dimension, sur ce sujet, bien sûr que je répondrai, enfin j'interviendrai aussi, quoi. Voilà, pas de problème. Voilà, merci en tout cas de votre présence, merci d'abord aussi de votre pratique surtout, et je vous laisse la parole. Ok, merci déjà de nous avoir invités. Donc je suis Pascale Dupas, présidente et écoutante à Suicide Écoute, et nous sommes là au premier rang. Il y a 3-4 écoutants qui sont présents de l'association. Nous sortons rarement de l'anonymat, mais dans la mesure où nous avons été invités par le Père Lotodé, et dans la mesure aussi où nous pensons que nous avons un témoignage à porter et en rapport avec le thème, donc nous avons bien volontiers accepté de venir. Alors je dirais que mon intervention, et non pas ma conférence, dans le sens où je ne suis pas particulièrement conférencière, et vous allez sans doute vous en apercevoir assez vite. Alors, mon intervention est organisée en 2 parties. Il m'a semblé qu'il était important, dans une première partie, de vous donner quelques éléments sur la situation, l'état de la question, la situation du suicide en France. Voilà, en relisant hier, je me suis aperçue que cette partie était un peu longue, donc il y a des diapos sur lesquels je vais sans doute passer un peu vite, et donc pour arriver à une deuxième partie sur Suicide Écoute, qui sommes-nous, qu'en est-il de notre écoute, qui nous appelle, comment les gens se présentent. Nous essaierons dans toute la mesure du possible de garder un temps pour les questions, et si au premier rang, les collègues de Suicide Écoute, si vous trouvez que je suis trop longue, il faudra me faire signe. Alors on va commencer peut-être par une définition. Je vais prendre là, bon, le suicide n'est pas la résultante d'une cause unique, mais l'aboutissement d'un processus complexe, vous vous en doutiez. Il y a vraisemblablement, il y a presque toujours plusieurs facteurs qui sont intervenus dans les cas de personnes qui se sont suicidées. Une définition que je trouve nous convient particulièrement à ce que nous entendons. Le suicide, c'est l'ultime tentative pour s'extraire d'une souffrance devenue insupportable. Ce sont des choses que nous entendons beaucoup au téléphone à Suicide Écoute. Important aussi, essayons les uns et les autres de ne pas parler de suicide réussi ou raté, mais plutôt de suicide abouti, ou quelquefois on trouve dans la littérature aussi complété. C'est un point important. On essaye notamment, les associations, de faire un travail un peu avec les journalistes sur cette question, de ne pas présenter les suicides comme des actes, je dirais, voilà, de ne pas glorifier, de ne pas dire raté, réussi, c'est important. Quelques définitions encore. La crise suicidaire, les personnes qui nous appellent sont souvent en crise suicidaire. La crise suicidaire, c'est une crise psychique dont le risque majeur est le suicide, et ça témoigne d'une rupture d'équilibre de la personne avec elle-même et avec son environnement. Encore une fois,
c'est un intense moment de souffrance et un sentiment d'impasse, c'est-à-dire le sentiment qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est une situation, la crise suicidaire, de grande vulnérabilité. Les moyens de défense, en général, à ce moment-là, font défaut. Les personnes se sentent envahies par l'idée du suicide, ils le disent de façon assez précise au téléphone. Et en même temps, la crise suicidaire, nous le savons, en tout cas les médecins aussi, surtout le savent, les psychiatres, c'est un moment qui est réversible, qui peut être temporaire. Et donc je dirais que l'écoute de l'association se situe par rapport à cette idée que, voilà, c'est pas parce qu'on a des idées qu'on en parle qu'on va aller jusqu'au bout de l'acte. Les chiffres du suicide en France, alors les derniers ne sont que de 2012, hein, il y a des délais importants entre la parution des chiffres, donc les derniers chiffres sont de 2012 et font état de 9 715 suicides, ce qui correspond à 27 suicides par jour, ce qui est énorme, à peu près un toutes les 53 minutes, je dis bien en France. Hein. Par ailleurs, on sait que l'on situe à peu près à 10% la sous-estimation probable des suicides, dans la mesure où les chiffres proviennent des déclarations de décès qui sont remplies par les médecins, qui a un certain nombre de morts brutales, d'accidents de la route, etc., qui peuvent avoir été des suicides et qui ne sont pas déclarés comme tels. Alors, ce chiffre, en même temps, quand il s'agit de personnes décédées, les comparaisons sont toujours un peu gênantes, mais comme le disait le père Lotaudet, à comparer avec les accidents de la route, il y a à peu près 3 fois plus de suicides en France que d'accidents de la route. Alors nous insistons toujours un peu sur cette question, dans le sens où vous entendez tous régulièrement parler de la hausse ou de la baisse des accidents de la route, et je suppose assez peu de la question des morts par suicide. La plupart des suicides sont masculins, les 3/4 d'entre eux, les hommes choisissant en général des moyens à fort risque de mortalité. La question, je signale au passage que les suicides ont quand même diminué en France depuis une vingtaine d'années, en tout cas surtout depuis les années 2000, et que 2012 serait la première année où ça passe sous la barre des 10 000. Hein. Ça a été 11 000, ça a été 12 000, ça a été 13 000. Il y a vraisemblablement une baisse, on espère que ça va durer. La première pique de suicide par rapport aux tranches d'âge, le premier pic, donc, c'est entre 45 et 54 ans. Le deuxième pic, beaucoup de personnes ne le savent pas, ce sont les personnes âgées à partir de 75 ans. Les personnes âgées qui font des tentatives de suicide, le suicide est abouti 1 fois sur 4, ce qui n'est pas du tout le cas dans le reste de la population. Donc il y a le risque suicidaire, la crise suicidaire est encore, je dirais, beaucoup plus dangereuse. Le suicide est par ailleurs la première cause de mortalité pour les 25-34 ans. Alors c'est un âge où on ne meurt pas beaucoup, mais on meurt, la première cause de suicide. C'est la deuxième cause pour les 15-24 ans, après les accidents de la route, souvent aussi les accidents de 2 roues notamment. Donc c'est quelque chose d'important à signaler. Il y a aussi, je passe très rapidement, en France des inégalités régionales, des inégalités sociales, les personnes qui sont au chômage, les personnes qui sont des personnes socialement défavorisées. Il y a plus de suicides que chez les cadres. En Europe, la France se situe, je dirais, assez dans une mauvaise position sur la question du suicide, puisque le taux de suicide pour 100 000 habitants en Europe est de 10,2, alors qu'en France, elle est de 16,2. Les tentatives de suicide, il y en a aussi un nombre tout à fait considérable, 175 à 200 000 tentatives de suicide, nous avons écrit TS, voilà, souvent on dit TS, tentatives de suicide, et ce sont les tentatives de suicide qui donnent lieu à un passage dans les services de soins, en principe donc le service des urgences,
Ça ne comptabilise donc pas les tentatives de suicide que des personnes font chez elles en absorbant une très grosse quantité de médicaments et qui se réveillent quelquefois après de longues heures. Les tentatives de suicide, contrairement au suicide, sont majoritairement le fait des femmes. Alors, les facteurs de risque, ils sont très nombreux, il ne faut pas les prendre isolément, hein, c'est le cumul souvent des facteurs de risque qui peut conduire au suicide, tout en sachant que tous ces facteurs de risque, il y a des personnes qui cumulent tous ces risques et qui néanmoins ne se suicident pas. Donc il faut toujours être extrêmement nuancé quand on aborde ces questions. Alors dans les facteurs de risque, arrivent en premier les troubles mentaux et les troubles psychiatriques. On va en parler puisque à l'association nous avons un pourcentage très important des personnes qui appellent qui ont des troubles psychiatriques. Les antécédents de tentatives de suicide, hein, voilà, quelquefois on entend dire il a fait beaucoup de tentatives, tout ça, voilà, est-ce que c'est tout à fait réel? Ben oui, les personnes qui font beaucoup de tentatives de suicide, finalement, un beau jour, finissent par se suicider aussi. Les événements de vie négatifs, l'isolement social, je passe parce que je vais y revenir quand on va parler des personnes qui nous appellent. La consommation excessive, intensive d'alcool, les maladies graves, les situations de stress économique et professionnel, on va y revenir. Les facteurs de risque, je dirais plus particulièrement liés à la société, donc dans ces facteurs-là, il y en a un qui nous paraît particulièrement important, c'est la question du tabou du suicide. En France, on n'en parle pas, vraisemblablement dans d'autres pays aussi. Alors là, je vais faire un petit commentaire par rapport à notre nom. Nous nous appelons Suicide Écoute. Volontairement, il y a dans notre nom le mot suicide et il y a ce mot écoute. J'ai vu que le père Lotodet tout à l'heure avait un peu accroché sur notre nom. Beaucoup de personnes nous appellent par exemple SOS Suicide. Non, nous ne sommes pas SOS Suicide. On reviendra peut-être pour expliquer pourquoi. Hein. Les deux mots auxquels les fondateurs ont particulièrement tenu, il y a dans la salle une fondatrice de Suicide Écoute qui est au premier rang. Hein. Voilà, les fondateurs de Suicide Écoute ont tenu absolument à avoir ces deux mots-là, dans le sens où ça envoie le message quelque part aux personnes. Si vous avez des idées suicidaires, appelez-nous. Vous pouvez nous appeler, appelez-nous, nous allons en parler. Voilà, donc j'insiste particulièrement sur cette question de tabou du suicide. Voilà, les troubles psychiatriques, psychologiques, la crise suicidaire, on va revenir tout à l'heure aussi quand on va parler des personnes qui nous appellent. Disons déjà qu'il existe un lien très significatif entre maladie mentale, maladie psychiatrique et actes suicidaires. Les populations les plus exposées, les personnes incarcérées, en général les gens le savent, les minorités sexuelles victimes de discrimination et de rejet, particulièrement le rejet familial. Les associations qui s'occupent des personnes, les minorités sexuelles disent souvent, ils n'ont pas tout à fait tort, l'homophobie peut tuer. Hein. Il y a beaucoup plus de risques suicidaires dans cette population. Les personnes handicapées, les personnes malades, les personnes frappées par l'isolement, les personnes qui ont subi des maltraitances dans l'enfance. Et il y a aussi certains métiers qui sont à risque. On a beaucoup entendu parler ces derniers temps du risque chez les agriculteurs. On en parle de plus en plus. Il y a d'ailleurs une ligne qui existe, qui a été ouverte par la MSA, qui s'appelle Agri Écoute, pour essayer de venir en aide aux agriculteurs qui effectivement ont des idées de suicide et sont en crise suicidaire. Les personnes du secteur social et médico-social sont à risque. Les médecins font partie des métiers à risque, avec un inconvénient majeur, c'est qu'il y a un risque accru du fait de la connaissance des médicaments. Les facteurs de protection, bien sûr, ils paraissent assez évidents quand on a parlé des facteurs de risque. Le fait d'être
intégrer socialement, d'avoir un travail, une famille, des amis, de s'investir dans le milieu associatif, voilà, des relations amicales, etc. Tout ça font partie des facteurs de protection. Il y a un facteur de protection que nous entendons de temps en temps au téléphone, c'est les croyances et les pratiques religieuses. Je me souviens que le père Lotodé m'avait posé la question. Oui, de temps en temps, effectivement, il arrive d'entendre je suis très mal, je pense au suicide, mais je ne vais pas me suicider car je suis croyant. Il ne s'agit pas toujours particulièrement de personnes de religion catholique, et puis de toute façon les personnes ne nous disent pas forcément et nous ne posons pas de questions bien évidemment. Enfin, on en parlera tout à l'heure. C'est sûr qu'un état d'esprit axé sur une capacité d'adaptation, une bonne estime de soi, un optimisme de fond, tout cela, effectivement, font partie des facteurs de protection. Moi, je voudrais ajouter un facteur de protection. J'ai hésité avant de vous le dire parce que c'est tellement étonnant et du coup, je ne l'ai pas écrit non plus. Pour les personnes seules, le fait d'avoir un animal domestique, les chats et les chiens, vous seriez étonné du nombre de personnes qui disent au téléphone « Je ne peux pas me suicider, je ne peux pas faire ça à mon chat ou à mon chien, il m'a donné tellement d'amour. » Voilà, je le dis parce que voilà, je vois qu'au premier rang, les écoutants hochent de la tête. Nous l'entendons souvent. Alors, prévenir le suicide, c'est l'affaire de qui? Alors, bien évidemment, des pouvoirs publics. Madame Marisol Touraine a mis en place en septembre 2013, je dirais sans doute en partie sur l'incitation des associations qui sont sur la question, a mis en place l'Observatoire national du suicide. Cet observatoire dans lequel nous ne sommes pas directement, mais nous sommes représentés par une union à laquelle nous appartenons. Cet observatoire a déjà fait paraître 2 rapports qui sont sur le site du ministère et qui sont tout à fait accessibles et qui donnent une tonne, je dirais, d'éléments sur la question, qui fait référence à des recherches en France, des recherches à l'étranger, qui donnent de façon très fine des tranches d'âge, des populations à risque, etc. Il y a eu aussi un programme national interministériel d'action contre le suicide. Interministériel, c'était important. Il y avait le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, bien évidemment, et encore d'autres que j'oublie. Ce programme, voilà, qui a existé, qui est terminé, mais il a fait l'évaluation, il a fait l'objet d'une évaluation récente en 2016. Et cette évaluation fait des préconisations au niveau voilà, des pouvoirs publics. Et parmi ces préconisations, nous avons été associés à cette évaluation. On nous a un peu demandé notre avis sur ce que nous faisions, comment nous le faisions, etc. Ben, pas seulement nous, hein, d'autres associations aussi. Alors bien sûr, c'est l'objet des professionnels du secteur social et médico-social, hein, la question du suicide, c'est l'affaire des associations. Nous sommes nombreux, nombreux, pas assez, mais il y a un certain nombre d'associations qui agissent sur ce créneau-là, notamment SOS Amitié. Alors là, je fais de la publicité, j'ose dire, mais pour vous faire sourire, ce sont nos concurrents. Mais bien évidemment, il y a de la place pour tout le monde. D'ailleurs, j'ai conseillé qu'on vous mette à votre disposition ce livre de SOS Amitié qui vient de sortir. Nous n'avons pas écrit de livre, mais du coup, ça va peut-être nous donner des idées. Hein. Ce livre qui s'intitule « Sortir du silence », avec un peu, je dirais, pas un jeu de mots sur le titre, mais presque. C'est-à-dire SOS Amitié qui se met à parler d'eux et qui se met à parler des personnes qui sortent du silence en les appelant. Il y a aussi les petits frères des pauvres qui ont une ligne dédiée aux personnes âgées, il y a aussi la Croix-Rouge, il y a aussi SOS Phoenix, etc. Je voudrais signaler à propos de SOS Amitié, et nous sommes en train de voir un peu les choses dans le même sens. SOS Amitié a ouvert une ligne de réponse par messagerie et par chat. Et par messagerie et par chat, ils ont beaucoup plus de jeunes qui les appellent. Donc nous sommes en train de réfléchir à ça. Alors, pour conclure peut-être sur c'est l'affaire de qui, disons que c'est l'affaire de tous.
Ça, c'est un slogan de l'Union nationale de prévention du suicide. Prenons soin les uns des autres, hein, c'est important. Voilà, il peut y avoir une certaine ambivalence dans les personnes qui pensent au suicide, et à ce titre-là, je voulais vous lire un tout petit exemple, un tout petit passage d'un livre sur le suicide qui a été écrit par un psychiatre et qui rappelle un témoignage d'une jeune femme qui a tenté de se suicider, mais qui n'est pas morte, mais qui a été terriblement handicapée après son suicide. Donc c'est une jeune femme de 19 ans. Après avoir arrêté sa décision de mourir, elle décide de ramener un grille-pain à des personnes amies qui lui avaient donc prêté. Elle traverse la maison de ses amis, elle met le grille-pain sur la table de la cuisine et ressort. Elle dira plus tard « Personne ne m'a touché le bras, personne ne m'a demandé ce qui n'allait pas, personne n'a fait le moindre geste. Cela m'a encore plus bouleversée, car c'était en quelque sorte la fin. Personne n'a vraiment essayé de me tendre la main d'aucune manière, et je crois vraiment qu'à ce moment-là, j'aurais eu besoin d'une main tendue. » Elle roule jusqu'à une station essence, achète un bidon d'essence et s'immole dans sa voiture. Elle survivra à son geste, tout en restant bien évidemment très marquée. Un autre exemple, dans une note retrouvée au domicile d'un suicidé, cette personne a écrit « Je vais marcher jusqu'au pont. Si une personne me sourit en chemin, je ne sauterai pas. » Donc voilà, je voulais rapporter ces quelques exemples, même s'ils n'émanent pas de suicide écoute, pour montrer qu'il pouvait y avoir de l'ambivalence dans l'idée de « je vais me suicider », et que, voilà, il y a aussi bien évidemment des suicides où rien n'a été perçu par l'entourage. Je tiens aussi à le dire, hein, il ne s'agit pas de culpabiliser évidemment qui que ce soit. Nous ne sommes pas tout-puissants. L'être humain reste mystérieux avec sa part d'ombre et de secret, et il se peut aussi que l'on passe à côté effectivement d'une personne qui va mal et sans que personne s'en soit aperçu. Les deux choses, je dirais, coexistent. Alors le suicide n'est pas une fatalité, là c'est pour dire qu'il y a des choses à faire en termes de prévention du suicide, et nous nous situons de ce côté-là, hein, bien évidemment, même si lorsque nous avons quelqu'un au téléphone, nous n'avons pas cette idée obsédante, il faut surtout qu'il ne se suicide pas, parce que si on avait cette idée, on ne pourrait plus l'écouter dans ce qu'il a à dire, hein. Donc nous nous situons plutôt du côté de la prévention. C'est un enjeu majeur de santé publique, compte tenu du nombre de décès, bien évidemment, et il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire, comme la formation des professionnels, notamment les professionnels qui sont en contact avec les publics vulnérables. La restriction de l'accès aux moyens létaux, hein, il y a des pays qui ont mis des barrières de sécurité autour des ponts, qui ont enregistré le plus grand nombre de suicides par exemple. Et il y a des possibilités de faire des campagnes d'information grand public, voilà. Alors, et puis la postvention, qui est aussi quelque chose d'important, la postvention qui est de prendre en charge ceux qui ont fait une tentative de suicide, bien évidemment, mais aussi l'entourage familial ou amical, en sachant que chaque décès par suicide entraîne à peu près 26 personnes touchées par cet événement. J'en arrive à Suicide Écoute. Suicide Écoute, qui sommes-nous ? Alors, comme je crois que je vous l'ai dit, une association, loi 1901 bien sûr, créée en 1994 par un groupe de personnes, voilà, bien évidemment touchées d'assez près, en tout cas pour certaines d'entre elles, par la question du suicide.
Notre ligne est située à Paris. Nous n'avons qu'une seule ligne de téléphone. Quelquefois, les gens pensent que nous avons une plateforme avec des téléconseillers, comme ils disent. Non, pas du tout. Une seule ligne de téléphone, mais la ligne est nationale. Nous avons des appels de toute la France. Nous avons aussi des appels des tom-tom et quelquefois des appels de l'étranger, ou par des personnes francophones, ou par des Français de l'étranger. Nous sommes actuellement une cinquantaine de bénévoles. Une époque, nous étions plus nombreux. Il y a un petit déficit d'engagement bénévole dans toutes les associations actuellement, donc je pense que nous sommes touchés aussi par cela. Nous sommes hommes et femmes, âgés de plus de 26 ans quand même. On ne prend pas les candidats trop jeunes. 26 ans, c'est encore très jeune. On en a très peu. Entre 26 et 35 ans, on a très peu d'écoutants. D'origine socio-professionnelle diverses. Retraités actifs, à peu près 2 tiers de retraités, un tiers d'actifs. Alors pour vous donner une idée, actuellement nous avons un accordeur de piano, un conseiller d'État, un aiguilleur du ciel, 2 assistantes sociales à la retraite, 3 psychologues, un statisticien de l'INSEE à la retraite, un expert comptable, voilà, j'en passe. Donc c'est très varié et surtout, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez tout de suite compris, nous ne sommes pas des spécialistes de la santé mentale. Alors même si nous avons des psychologues, on en a 2 ou 3, ce n'est pas en tant que psychologue qu'ils écoutent, à Suicide Écoute, c'est en tant qu'écoutants de Suicide Écoute. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes formés de façon, je dirais, assez rigoureuse. On l'a écrit sur notre site internet. Les personnes qui posent leur candidature sont censées l'avoir vu. Il y a une formation initiale, théorique et pratique. S'il y a des questions sur la formation, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Le recrutement et la formation, ça fait l'objet d'un travail très important à Suicide Écoute et jamais terminé. Il y a un engagement de la part de chacun d'entre nous, bien évidemment, de participer à ce qu'on appelle des partages, voilà, des instances, des moments où nous allons nous réunir autour, en l'occurrence, d'un psychologue psychanalyste qui va essayer de nous aider, de nous éclairer par rapport à des questions que nous nous sommes posées par le sentiment que nous avons raté des écoutes, que nous n'avons pas compris ce qui se passait, voilà, parce que dans les écoutes, il peut y avoir effectivement des formes de présentation très, très différentes. Notre ligne fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'insiste, jour et nuit, tous les jours de l'année. Donc c'est pour ça qu'il faut du monde, et c'est pour ça que je disais nous sommes 50, mais nous pourrions être plus nombreux, nous prendrions... Noël et jour de l'an. Noël, jour de l'an, 14 juillet, 15 août, j'en oublie, jour de rentrée scolaire, oui, tous les jours, 1er mai, parce qu'en général, on est beaucoup mieux payé quand on travaille le 1er mai. En l'occurrence, ça ne change rien à Suicide Écoute, mais nous sommes au téléphone. Voilà. Toutes les 4 heures. Nous nous relayons toutes les 4 heures au téléphone. Il y a toujours quelqu'un au téléphone. Nous travaillons... Je dis travaillons. En tout cas, dans l'anonymat total, c'est ce que je disais tout à l'heure, tant pour l'écoutant que pour l'appelant. L'écoutant ne dit rien de lui-même. Il laisse dans l'ombre ses convictions. C'est pour ça que je vous disais inconfessionnel. Ses goûts musicaux, politiques. En fait, voilà, parce que nous sommes interrogés de temps en temps. Donc, on essaye effectivement de ne pas mettre en avant ce que nous sommes pour laisser la place à l'autre, bien évidemment. Alors apolitique, sans jugement inconfessionnel, sans jugement moral sur le suicide, sans jugement tout court, nous écoutons la parole telle qu'elle se donne à écouter, sans conseil, sans orientation, sans suivi. Quelquefois, quand on en arrive là, les gens disent « mais alors, qu'est-ce que vous faites ?» Alors je vais en venir à ce que nous faisons. Alors, nous écoutons au nom de l'association, et non pas en notre nom propre, ce qui est très important. C'est pour ça qu'il est très important de venir dans les séances de partage, de supervision collective. Nous essayons d'être totalement disponibles à l'autre, être présents tout en laissant tout l'espace à l'autre, bien évidemment pour créer une relation de confiance, et nous accueillons la souffrance telle qu'elle est exprimée. L'accueil des silences, de la colère, des pleurs, voire des sanglots, de l'agressivité.
quelquefois, effectivement, on se fait agresser. Alors, par exemple, il y a une façon assez étonnante de se faire agresser. Les gens disent « Ça fait 10 heures que j'essaie de vous joindre, personne ne répond, c'est incroyable ». Donc, on se fait gronder très, très gravement, alors qu'on vient de répondre. Hein, mais en général, ça se calme, bien sûr, au bout d'un moment. Alors, sans banalisation et sans minimisation de la souffrance, dit comme ça, voilà, ça paraît simple. En fait, c'est pas si simple que ça, quelquefois, quand on est au téléphone. Hein. Nous essayons de nous adapter aux différents appelants. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les débuts d'appel peuvent être assez étonnants. C'est-à-dire, les gens peuvent être totalement en sanglots pendant un bon moment. Ils peuvent être totalement silencieux pendant un bon moment. Ils peuvent nous faire beaucoup de reproches dès le début, etc. Et voilà, donc on s'adapte, c'est-à-dire on essaye, voilà, patiemment, calmement, de rester présent, de manifester quand même notre présence. Et notre présence peut être aussi bien, je dirais, dans le silence que dans la parole. Hein. C'est-à-dire autant, quelquefois, nous allons sentir qu'il n'y a presque rien à dire, juste à écouter ou à reprendre un mot de temps en temps, autant d'autres fois, nous allons nous rendre compte qu'il va falloir avancer de façon très prudente un certain nombre de paroles pour aider l'autre à avancer, puisque nous pensons que écouter, c'est proposer à l'autre de quoi avancer, j'oserais dire même de quoi vivre. Donc notre écoute repose essentiellement sur la qualité de la présence. Quelques-unes de nos données, là je vais être très rapide, 50 écoutants, je l'ai déjà dit. Dans les appels que nous recevons, nous avons un petit outil informatique qui nous permet d'enregistrer quelques-unes des données sans que nous ayons à poser de questions. Donc si vous voulez, il n'y a pas obligation à remplir toutes les données quand nous avons quelqu'un au téléphone, d'ailleurs souvent on le fait après coup, hein, c'est les informations qui nous ont été apportées uniquement. Donc les idées suicidaires sont présentes dans 25% des appels, ce qui n'est pas rien, hein. Heureusement que ce n'est pas 100%. Ça deviendrait très difficile d'être écoutant à suicide écoute. La durée moyenne des appels est de 19 minutes, mais il peut y avoir des appels beaucoup plus longs, hein, 45-50 minutes, ça arrive quand même. Et puis des appels très courts, ça va être souvent des personnes qui vont raccrocher assez vite. En se disant je ne sais pas par quoi commencer, j'ai eu tort de vous appeler, non merci, crac, il raccroche. Voilà. Environ, on va essayer de les tenir un peu, hein, dans certains cas. Environ 55% des appels émanent des femmes, c'est en train un peu de s'équilibrer entre les hommes et les femmes, et 34% des appels d'Île-de-France. Pour les hommes comme pour les femmes, c'est la tranche d'âge 45-54 ans qui est la plus représentée des appels. C'est aussi, je vous rappelle, la tranche d'âge où il y a le plus de suicides en France. Donc c'est important de le noter. Et plus de 8 appels sur 10 proviennent de personnes qui bénéficient déjà d'un suivi psychothérapique, psychologique ou psychiatrique, ou qui en bénéficient ou qui en ont bénéficié. Ce dont nous pouvons témoigner, bien évidemment, la question de la solitude et du désespoir est très, très présente. Alors, quelques exemples, hein, désespoir, solitude de la part de femmes suite à une séparation, un divorce, la maladie ou le cumul de plusieurs facteurs. De la part des hommes, là je dirais plutôt plus jeunes, suite à une séparation, un divorce, quelquefois des difficultés professionnelles et la perte du lien avec les enfants, même si bien sûr ils ont un droit de garde. De la part des femmes et des hommes atteints de troubles psychiatriques et vivant seuls à leur domicile. On a un certain nombre d'appels de personnes qui se déclarent sans qu'on leur pose la question, je suis schizophrène. Vous savez que maintenant, on a tendance à donner toujours le diagnostic aux personnes. Nous avons aussi de temps en temps des jeunes, pas beaucoup, hein, mais il arrive que nous ayons des jeunes, voire des très jeunes, c'est toujours assez angoissant pour nous, ces appels. Alors des jeunes, par exemple des jeunes filles qui se scarifient, hein, par exemple, ça arrive, ou qui ont des problèmes effectivement voilà, sur le plan alimentaire, des jeunes harcelés à l'école, nous en avons quelques-uns.
L'évocation des idées suicidaires, comment se disent, comment se traduisent ces idées suicidaires, la possibilité de trouver sa place dans la société, le sentiment de ne rien valoir, les maltraitances physiques, psychologiques subies dans l'enfance, quelquefois les incestes, les viols, les ruptures amoureuses, les trahisons, les problèmes financiers, les problèmes de faillite, les problèmes professionnels, le harcèlement professionnel, les maladies graves, les maladies chroniques, les douleurs physiques difficiles à calmer, associées à une grande solitude. Voilà, tous ces motifs, voilà. Dans tous ces motifs que j'énumère comme ça un peu rapidement, je pourrais dire qu'il y a un mot qui résume un peu tout ça, c'est la perte. La perte du statut social, la perte de sa place dans la société, la perte de la sécurité financière, de l'emploi, la perte de ses projets de couple ou de famille, la perte de ses rêves d'avenir, de l'estime de soi, etc. Donc ça, c'est vraiment le point commun. Quelque chose d'important aussi, que j'insiste quand il nous arrive d'aller au ministère de la Santé, j'insiste sur ces points-là, ce dont les personnes se plaignent par rapport à la question du système de soins. Donc ils disent beaucoup qu'ils ont peur d'évoquer leurs idées suicidaires devant leur psychiatre, leur médecin traitant, etc. Peur, pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être hospitalisés. En même temps, on comprend bien que la responsabilité du médecin pourrait être d'hospitaliser les personnes de temps à autre. Quand ils nous appellent, ils peuvent dire tout, y compris non seulement les idées suicidaires, les projets suicidaires. Quelquefois, les gens expliquent comment ils vont faire pour se suicider. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Ils ne vont pas être hospitalisés après cela. Il vaut mieux qu'ils en parlent. En tout cas, c'est notre conviction. Et ils se plaignent de l'insuffisance du temps que leur consacrent les professionnels. Ils ont besoin de parler. C'est sans doute pour ça qu'ils nous appellent et qu'ils appellent SOS Amitié et d'autres associations. Peur d'être hospitalisés. Ils se plaignent beaucoup de la lourdeur des effets secondaires des médicaments, qui leur font prendre du poids, qui leur font perdre le désir, etc. Et ils se plaignent aussi des difficultés d'accès dans les structures du service public, notamment les centres médico-psychologiques. Je vous ai ensuite sélectionné quelques paroles entendues à Suicide Écoute. Ce sont des paroles tenues par des personnes différentes, bien évidemment, des petites notes comme ça qui nous arrive de prendre. C'est un peu pour donner de la réalité à mes propos. Voilà ce que disent, par exemple, sur la solitude, les personnes. Ma vie est triste, et si je ne vous appelle pas, je ne parle à personne de la journée. Ma vie ne rime à rien. Je n'ai personne qui s'intéresse à moi. Qu'est-ce que je fais là? Je n'ai plus intérêt à vivre. Sur le sentiment d'échec, je crois avoir perdu le mode d'emploi de la vie. Je me souviens, c'était une jeune femme, c'était une rupture affective, des grosses difficultés professionnelles et une enfance difficile. Donc le dernier événement, à savoir la rupture, donne ce sentiment que tout est perdu. J'ai tout raté, ma vie n'est qu'un vaste échec, je n'ai même pas l'impression d'appartenir à ce monde. Dans ma vie, tout a été un échec, mon métier, mes amours, mes amis. Quelques paroles entendues sur la séparation. Le divorce, c'est terrible. J'ai honte du mal qu'il m'a fait. J'ai honte parce qu'il m'a quitté. Sur la maladie mentale, beaucoup d'expressions de cette souffrance très grande et de ces angoisses très fortes du fait de la maladie mentale. Cette maladie mentale me déchire de l'intérieur. L'hôpital, c'est comme une menace qui plane sur ma vie. Parce qu'il y a des personnes qui ont été hospitalisées quelquefois de très nombreuses fois. Je suis angoissée, blessée, honteux d'être seule, isolée, malade. J'aimerais que tout s'arrête pour ne plus souffrir psychiquement. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi de souffrir de la schizophrénie. Quelques autres paroles qui sont un petit peu plus, je dirais, optimistes, que j'ai aussi trouvé important, un peu plus positives, qui montrent bien, je dirais, cette ambivalence par rapport à l'idée de mourir, c'est-à-dire qu'au début de l'appel, les personnes peuvent parler de façon très précise de leur envie de mourir, d'en finir, et au bout d'un moment dire autre chose.
d'où l'idée de les écouter, hein, bien évidemment. Donc voilà, par exemple, j'ai envie de m'en sortir, de réussir, j'aimerais être entourée, aimée, avoir des amis, j'aimerais aller mieux. Croyez-vous que je peux m'en sortir? Que feriez-vous à ma place? Pensez-vous que j'irai mieux un jour? Évidemment, question assez difficile pour la réponse. D'ailleurs, faut-il apporter une réponse précise? Ce n'est pas si sûr. Hein. J'ai besoin de réapprendre à vivre et de réapprendre à faire confiance, hein, puisque nous sommes sur le thème de la confiance. Quelque chose d'important par rapport à ces phrases, c'est que nous pensons que l'écoute permet aux personnes qui nous appellent de s'écouter elle-même et de s'entendre dire des choses. Je pense qu'une personne qui appelle avec des idées suicidaires très fortes, qui au bout d'un moment s'entend dire « j'ai envie de m'en sortir », c'est important. Hein, peut-être qu'il n'avait pas pensé qu'il serait amené à dire cela comme ça au bout d'un moment. Alors quelques témoignages sur notre écoute, non pas pour nous mettre en avant, hein, mais parce que je trouve que ça prouve bien que cette écoute a une certaine utilité. Alors, une première phrase très marquante, moi je trouve, hein, « Je vous remercie de me faire exister ». C'est pas rien, hein, comme phrase. Si on vous appelle, c'est qu'on a au moins une espérance. Voilà, quelqu'un qui n'était pas particulièrement croyant, tant que je me souvienne. Ça m'a apaisé de parler avec vous, ça m'a fait du bien d'être un peu pris comme un être humain, une phrase assez terrible. Parler m'aide à avancer, parler c'est guérir un peu. Voilà, hein, il y a des personnes qui nous appellent pour qui tout est extrêmement difficile dans la vie. Le quotidien est difficile, hein, ça va de la difficulté à nouer des relations, à sortir de chez soi, à prendre soin de sa personne, à surmonter ses angoisses, à trouver ou à garder un travail, à affronter le monde extérieur, à entretenir son logement. Donc il y a des personnes pour qui tout est difficile, donc d'où l'importance de leur accorder un certain temps à l'écoute. Ce que l'expérience nous a appris, bien évidemment, beaucoup de choses. Hein. Il va sans dire que les écoutants de Suicide Écoute, et notamment ceux qui sont là depuis de nombreuses années, c'est qu'ils y trouvent aussi un intérêt, bien évidemment. Hein. Que l'anonymat, ce que je disais tout à l'heure, permet une grande liberté d'expression et une totale confiance. Un Suicide Écoute, l'anonymat n'est pas un obstacle à la confiance, bien au contraire. Les appelants nous donnent toute leur confiance, se sentent en totale sécurité. L'écoute participe donc de la prévention du suicide, permet, nous l'espérons, d'apaiser l'angoisse et d'écarter le désir d'en finir. L'écoute, ça permet de relativiser, ça permet de prendre du recul, ça permet, nous l'espérons dans certains cas, de surseoir au projet. Une phrase que nous aimons bien, qui est la phrase du psychanalyste avec qui nous travaillons, « Seule la parole rendue à l'autre a quelque chance de mobiliser en lui ce qu'on appelle la vie ». L'écoute permet de rompre la solitude, on l'a dit. Notre écoute ne se substitue pas, c'est important, aux prises en charge médicales, psychothérapiques, psychologiques, elle est complémentaire. Hein. En plus, nous sommes là 24 heures sur 24. Le suicide correspond le plus souvent au désir de mettre fin à la souffrance plutôt qu'à la vie. Et ce que l'expérience nous a appris aussi, c'est l'humilité. Nous acceptons totalement notre impuissance et nous avons appris l'humilité, ou en tout cas ça nous rappelle tous les jours toute cette importance. Voilà ce que je voulais vous dire. On me fait signe que je parle trop. Merci de votre attention. Merci, parlez trop dans, donc vous parlez bien.